Et l'invité politique est François de Rugy. D'abord, bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de LCI et vous aussi, François de Rugy. Est-ce vrai que vous n'étiez pas là le jour du vote? Les 50 milliards? La semaine dernière? Ouais. Eh oui, c'est vrai, oui. Vous savez que quand on est député, on a une famille, on a des enfants, et les dates des vacances scolaires, on ne les choisit pas. Donc, pour ma part, Vous ne j'avais trouvez pas, pardonnez-moi, prévu depuis je ne longtemps. veux pas sombrer dans le poujadisme, mais c'est quand même bizarre qu'un vice-président ne soit pas là pour un vote qui est considéré par ceux qui suivent l'actualité politique comme le plus important. Mais vous savez, toute la semaine d'avant, c'était la semaine de vacances parlementaires, j'ai participé à tous les échanges, à toutes les réunions. Non, mais c'est une question qu'on peut considérer comme légitime, mais nous sommes organisés. Contrairement à ce que peut-être certaines personnes croient chez les écologistes. Et donc, nous avons une coprésidence de groupe avec Barbara Pompili. Elle n'était pas présente. Et elle vote pour vous. Voilà, et elle n'était pas présente la semaine avant, et c'est moi qui étais présent pour rencontrer le Premier ministre, pour rencontrer le ministre des Finances. Nous avons discuté entre nous, évidemment, en continu. Vous savez, quand on est dans un pays de l'Union européenne, où il y a 1 heure de décalage horaire, on reste parfaitement joignable. Et donc, je me suis tenu au courant en continu, et j'ai donné ma position de vote, et ensuite, le groupe a pris une position à laquelle, évidemment, j'ai participé. Et évidemment, il y a un système de vote par procuration, ce qui fait que j'ai été considéré, évidemment, comme votant. Oui, je le sais, mais vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Je sais pas, moi je serais vice-président d'un groupe important à l'Assemblée. Le jour Co-président. Le jour où le Manuel Valls présente le plan considéré comme le tournant du quinquennat, j'éviterais d'être en vacances. Oui, alors moi je partage pas cette analyse. D'accord, mais c'est-à-dire que j'éviterais d'être en vacances en Irlande. Bah écoutez, vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous prenez des vacances. Moi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de journalistes qui prenaient des vacances, mais ils les prennent pendant les zones des vacances parisiennes. Et moi, je les prends pendant les zones des vacances nantaises parce que je ne vais pas partir en vacances sans mes enfants. Vous voyez, ça, c'est plus important pour moi. Et je pense que je ne fais aucun excès en la matière. 1 semaine de vacances pendant un semestre, je crois que ça correspond au contraire plutôt à un comportement de Français comme tout le monde. Pourquoi vous avez voté? Alors, pardonnez-moi, vous allez me dire que c'est un peu rude comme démarrage, mais on va parler après de l'intervention de François Hollande et des problèmes politiques généraux. Mais pourquoi vous avez voté contre alors que vous étiez pour la participation au gouvernement? Le groupe en a décidé ainsi parce que c'est vrai que la logique de ce plan d'économie ne nous paraît pas bonne. C'est une logique qui est plutôt... Mais pas à vous, puisque vous vouliez participer au gouvernement. Oui, mais je pense que si on avait été au gouvernement, vous voyez, ça ne serait pas passé tout à fait de la même façon. Ça, c'est quand même la dynamique politique. Heureusement. Alors bien sûr, il y a des gens, ils pensent que quoi qu'il arrive, il se passe toujours la même chose. Ben non, voyez-vous, c'est comme la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Je pense qu'elle ne va pas faire tout à fait la même politique qu'aurait fait un ou une écologiste. Vous avez vu M. Hamon, qui est ministre de l'Éducation nationale, il dit qu'il a obtenu le fait à sa nomination, que les 60 000 postes d'enseignants et de personnel créés dans l'Éducation nationale soient garantis. Oui, je pense qu'il a raison. Si ce n'était pas lui, peut-être que ces 60 000 postes n'auraient pas été garantis. Ça fait partie de la dynamique politique. Donc on ne peut pas comparer... la prétention de croire que vous alliez, par votre participation au gouvernement, influer pour que finalement les 50 milliards prennent une autre forme que ce qui a été proposé? Je pense que ça aurait fait partie de discussions plus importantes. Par ailleurs, il y a une chose qui est très claire, c'est que quand vous êtes au gouvernement, vous avez une possibilité de négocier un certain nombre de choses plus largement, pas simplement texte par texte. C'est vrai que maintenant que nous n'y sommes plus, nous nous retrouvons dans une situation politique, nous les parlementaires, de devoir apprécier texte par texte. C'était même pas un texte d'ailleurs, c'était une déclaration du Premier ministre sur ce point-là. C'est vrai qu'il y avait un certain nombre de désaccords. Après, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que les inflexions apportées par Manuel Valls auraient pu conduire à une abstention. Vous abstenir, pas voter contre. Donc c'est par solidarité avec les autres la décision du groupe? Pour ma part, oui. Mais je l'ai dit. C'est un peu caporaliste. Non, non, vous savez, chez les écologistes, quand on a été pour, on ne fait pas d'excès de caporalisme ou d'autoritarisme ou de discipline. Même parfois, ce serait bien d'en avoir un peu plus. Donc nous, à l'Assemblée nationale, nous essayons d'avoir des positions communes. Mais vous savez, sur des sujets comme ça, il y a des cultures différentes chez les écologistes comme dans d'autres partis politiques. Les économies, c'est jamais facile à faire, c'est jamais facile à apprécier. Mais c'est vrai que la logique, ça, moi j'ai toujours dit, la logique du coup de rabot généralisé, ce n'est pas la nôtre. Il paraît que la secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol, aurait dit des mots assez violents. Elle les a démentis auprès de moi. Ouais. Elle vous les a démentis dans les yeux? Et hier, publiquement, au téléphone. Ouais. Elle m'a appelé hier, et heureusement, parce que je trouve que ça aurait été particulièrement incorrect et particulièrement indigne. Ouais. Particulièrement indigne de la part du ministre. Il s'est roulé devant Valls pour participer au gouvernement et après il vote contre.
c'est n'importe quoi. Vous savez très bien que dans ce pays, malheureusement, dès qu'on prend une position politique de fond, tout le monde cherche toujours à savoir si c'est pas un petit intérêt personnel. Moi, je veux bien qu'on lise la politique comme ça, mais ça nous amènera pas très loin. Moi, j'ai défendu, je le défendrai toujours. D'ailleurs, si c'était à refaire aujourd'hui, le fait que les écologistes participent au gouvernement, c'est pas moi, ma petite personne. Moi, je suis très content d'être député, de faire mon travail de député depuis 7 ans, 5 ans dans l'opposition, 2 ans dans la majorité. J'entends bien continuer à le faire pendant 3 ans, dans la majorité d'ailleurs, je tiens à le dire. Et ça, ce sera vraiment un débat aussi au sein d'Europe Écologie Les Verts, au sein du parti écologiste. Savoir si le fait que nous ne sommes plus au gouvernement, est-ce que ça signifie que nous ne sommes plus dans la majorité ? Moi, je ne le crois pas. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs très majoritairement voté la confiance au gouvernement de Manuel Valls. Et c'était ça le vote important. C'était pas celui parce que c'était sur un programme général. C'est pas simplement sur la lettre qu'on envoie à Bruxelles. C'est vrai, mais en même temps, vous vous retrouvez, puisqu'il y a eu 232 contre dans le dernier vote, je ne parle pas de celui d'avant, vous vous retrouvez quand même avec 192 UMP, 12 PC, 7 UDI et 3 membres du Parti socialiste. Enfin, du mouvement de Jean-Pierre Chevènement, je crois. Oui, bah écoutez, c'est pas ce que... Mais pour l'histoire, il y aura écrit non, quoi. De Rugy, non. Pour l'histoire, je crois pas que ce vote restera dans l'histoire. Là, je suis prêt à prendre les paris. Autant un vote de confiance à un gouvernement sur un programme avec une déclaration de politique générale, c'est important. Autant, d'ailleurs, pour moi, c'est un simulacre. Hein, c'est ça qui est incohérent. Comment on peut non, le pour simulacre et après, avec la Commission européenne, parce que ça, c'est important. Il y a des élections européennes dans 3 semaines, même pas 3 semaines. On va continuer combien de temps ce simulacre où on est là à dire c'est pas moi, c'est Bruxelles. Alors on va à Bruxelles, on dit quelque chose, puis on revient en France, on dit autre chose, on dit quelque chose à la Commission européenne, puis on dit autre chose aux Français. Ça peut plus durer. Ce qu'il faut, c'est remettre à plat cette politique européenne. D'accord, je tape sur la table, mais quand même avouer que être pour la déclaration de Manuel Valls, je parle du vote de confiance, et après quand il présente sa politique dans le détail, qui est en plus uniquement critiqué. Sur un point qui est celui des économies. D'accord. À court terme, dans l'année qui vient. On ne parle même pas des mesures structurelles. Qui est quand même le plan qui est le plus attaqué par l'opposition, voté avec l'opposition. C'est bizarre. Bah écoutez, c'est votre appréciation. Je suis bien conscient que c'est pas facile dans la période actuelle pour les écologistes. Je crois que c'est aussi un exercice qui servira de leçon pour le groupe écologiste à l'Assemblée nationale, comme pour le parti dans son ensemble. Et ça, nous aurons des débats dans les semaines et les mois qui viennent, c'est sûr et certain. Cécile Duflot qui retourne au Parlement aujourd'hui, qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui, qui va participer à sa première réunion de groupe au sein du groupe écologiste ce matin, et c'est très bien. Nous l'accueillons avec plaisir. Il paraît que c'est pas vrai, ça. Il paraît que beaucoup de gens sont mal renseignés. Aussi... Moi, je l'ai rencontré encore hier après-midi. Il paraît qu'il y a beaucoup de parlementaires chargés qui sont de la tête, considérant... Ah non, mais on va pas se raconter d'histoire. Il y en a même qui étaient contre le fait de lui organiser un pot pour son arrivée. Ce qui s'est passé il y a un mois. Je suis renseigné. Vous lisez les journaux, c'est bien. Ce qui s'est passé il y a un mois, faut pas toujours croire ce qui est écrit dedans. Ce qui s'est passé il y a un mois, c'est la sortie du gouvernement, et c'est une décision très personnelle de Cécile Duflot. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de députés écologistes, qui étaient très majoritairement pour la participation au gouvernement, n'ont pas oublié cet épisode. C'est pas anodin. Vous n'avez pas oublié ça du jour au lendemain, en un mois. Le sourire quand elle va arriver... C'est pas une question de sourire, c'est une question de travailler ensemble dans un groupe qui passe de 17 à 18 avec une députée qui, en effet, a une expérience ministérielle, a été chef de parti, voilà. Donc, mais qui a pris en même temps Europe Écologie Les Verts, disait Daniel Cohn-Bendit. Oui, bon, bah, vous inviterez Daniel Cohn-Bendit pour lui demander de préciser sa pensée. Moi, je suis pas ni son porte-parole ni son interprète. En revanche, ce que je sais, c'est que ce qui s'est passé il y a un mois, c'était un choix important qui a été fait, à mon avis, dans de mauvaises conditions et avec un mauvais résultat. Nous en reparlerons dans les mois qui viennent. Vous savez, la vie politique, c'est fait d'une dynamique. Et donc, il y aura d'autres séquences avec d'autres choix, et je l'espère qu'ils, cette fois, seront meilleurs. Mais comment se fait-il qu'elle aille à la Commission de la Défense ? Vous savez que la France, la défense, c'est d'abord et avant tout le nucléaire, alors qu'elle est finalement, historiquement, comme vous, assez contre. Et moi, j'y suis depuis 2 ans, la Commission de la Défense, et j'y fais un travail sur l'ensemble des sujets. Et j'ai obtenu d'ailleurs qu'il y ait un débat pour la première fois. Depuis que la dissuasion nucléaire existe, il y a un débat au Parlement sur cette question. Et nous auditionnons des militaires, des chercheurs, des stratèges, toutes les personnes qui peuvent être concernées. Et je vous assure que c'est très enrichissant. Et on a un débat très intéressant. Sur le nucléaire militaire ?
Ah, moi, je n'ai pas changé d'avis, mais je trouve que c'est intéressant d'éclairer le débat, d'avoir y compris des chiffres. On parlait d'économie. Ben, vous voyez, quand on a reçu un ancien chef d'état-major des armées, il nous avait dit exactement, il ne se situait pas dans le débat du plan Valls, hein, mais il a dit, vous savez, dans l'armée, il y a toujours une part d'économie, coup de rabot à court terme, et d'économie plus structurelle, parce qu'on fait des réformes de structure dans l'armée. Et en effet, c'est exactement ce qu'il faut faire, non seulement dans l'armée, mais sur l'ensemble des politiques publiques. J'ai deux questions pour terminer. L'une qui est évidemment celle de ce matin. Est-ce que vous trouvez bien que le président de la République s'exprime? Ah oui, moi je pense que c'est bien. Oui, c'est utile, bien sûr. Bah, il a nommé un nouveau gouvernement il y a un mois. Il s'est exprimé le jour où il a nommé le Premier ministre. Il ne s'est pas exprimé depuis, en tout cas, devant, avec un journaliste qui puisse l'interroger, lui poser beaucoup de questions. Donc c'est une bonne chose, bien sûr. Et est-ce que vous considérez que les pronostics qu'il a donnés dans le journal du dimanche sont crédibles? Bah, moi, je dis qu'il faut Parce que arrêter. l'opposition lui tire dessus. Il faut arrêter les petites phrases sur la situation économique de la France, le chômage. On a eu l'inversion de la courbe du chômage. Après, il y avait l'histoire de la reprise et là, ensuite, le retournement. Moi, ça, là, je le dis franchement. C'est ce qu'il dit ce matin-là. Ah ben, je souhaiterais qu'ils disent plutôt les réformes de structure, justement, parce qu'il en avait parlé au début de l'année. Il a fait une conférence de presse le 14 janvier. Il a lancé un certain nombre de chantiers. Ben, moi, j'aimerais que sur ces chantiers, il explique le sens, qu'il explique ce qui va se dérouler, ce qu'il a demandé au gouvernement, parce qu'il a nommé un nouveau gouvernement avec un nouveau ministre de l'économie, par exemple, un nouveau ministre des Finances, un nouveau ministre de l'Éducation nationale, une nouvelle ministre de l'écologie. Bah, sur ces grands chantiers-là, on n'attend pas simplement de commenter des pseudo-prévisions économiques. Hein, ça, donc on pourra... moi, je pense sur cette petite phrase sur le retournement économique. C'est une mauvaise chose. Il faut aborder ces questions-là en étant sur l'action pour avoir ensuite des résultats. Et je pense qu'en 3 ans, il est encore parfaitement possible d'avoir des résultats. Est-ce que vous trouvez normal que le gouvernement dise non à General Electric via Arnaud Montebourg? Nous avons rencontré Arnaud Montebourg hier midi, qui avait souhaité rencontrer l'ensemble des groupes parlementaires, et je trouve qu'il a une bonne position. Vous savez qu'on n'a pas toujours été d'accord avec Arnaud Montebourg. On touche là à des questions très lourdes pour l'avenir de la France, de l'Europe et même du monde, hein, parce que c'est l'énergie. Alstom, c'est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'énergie et dans le domaine des transports. Donc vous voyez que nous, écologistes, ça nous intéresse particulièrement. En plus, Alstom est vraiment positionné sur l'ensemble du champ de l'énergie, hein, des éoliennes jusqu'au nucléaire. Eh bien, on ne peut pas laisser partir, en quelque sorte, les centres de décision. C'est ça qui est en cause. Hein. Il y a non seulement les centres de décision, puis il y a les emplois. Il y a 18 000 emplois en France, quand même. Donc, c'est vrai que l'offre de General Electric, elle pose quand même beaucoup de questions et elle suscite beaucoup d'inquiétudes de ce point de vue-là. Vous n'avez pas l'impression que c'est plutôt une vision des choses totalement politique? Parce que beaucoup de gens considéraient que l'offre de General Electric, sur le plan social, par exemple, elle était bien meilleure que celle de Siemens. À court terme, peut-être, mais est-ce qu'il y a des garanties à plus long terme? Vous savez, moi, dans ma circonscription, on refuse les Américains parce qu'on est un gouvernement et on tend la main aux Allemands. Non, parce que dans d'autres domaines, on peut très bien avoir des coopérations avec les Américains, mais on a des expériences. Moi, j'ai la société Alcatel-Lucent qui est implantée dans ma circonscription. Eh bien, petit à petit, on voit en effet les Américains prendre la main sur le management de la société et dire, en France, c'est trop compliqué, en France, il y a très peu d'activités. Donc, vous les soupçonnez d'un double discours. Je tire les leçons de l'expérience. Et Arnaud Montebourg le fait également et il a raison de le faire. Et il est pragmatique sur ce sujet. Ça n'a pas toujours été le cas, je vous le concède. Les grandes déclarations théâtrales, là aussi, il vaut mieux éviter. Mais sur le fait pragmatiquement de regarder quel est l'intérêt de la France et de l'Europe et dire peut-être qu'un projet européen avec Siemens, ce serait plus intéressant à moyen et long terme en défendant les intérêts d'Alstom et de leurs salariés, ça, je pense que c'est important. Dernière question, pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement, car il nous reste... le temps est même terminé. Ségolène Royal à l'écologie, vous attendez ou ça vous paraît déjà une erreur? Oh non, on ne va pas la condamner par avance. On attend, en effet, on attend beaucoup, parce que les écologistes attendent beaucoup, toujours, d'un ou d'une ministre de l'écologie. Merci François de Rugy d'être venu ce matin répondre à nos questions sur l'antenne de Radio Classique.